Voilà, alors on va voir un nouveau thème en droit, notre dernier thème de l'année, comment entreprendre. Donc à travers ce thème, on va voir trois grandes structures des organisations donc privées. On va voir l'entreprise individuelle, puis on verra les sociétés et on verra ensuite le statut de partenariat. Donc trois chapitres dans ce grand thème sur comment entreprendre. Donc on va avoir un grand chapitre sur l'entreprise individuelle. Alors, l'application de la liberté du commerce et de l'industrie, le principe de son application, c'est on peut créer des entreprises individuelles. Comment on peut créer des entreprises individuelles? La forme, donc, c'est la forme la plus répandue. 60% des entreprises en France sont des entreprises individuelles. L'entreprise individuelle n'a pas de personne juridique distincte, c'est-à-dire que l'entrepreneur et l'entreprise ne font qu'un, il n'y a qu'une personne de droit, la personne physique. L'entrepreneur exerce une activité, par exemple commerçant, artisan, agriculteur, profession libérale, mais sans créer de personne juridique distincte. Donc c'est une même personne, la personne physique, par exemple monsieur Dupont, artisan plombier, eh bien son entreprise et ses biens personnels ne font qu'un. Il n'y a pas une autre personne de droit moral qui existe. Donc c'est à bien retenir, l'entreprise individuelle, pas de personne juridique distincte. Alors on va regarder un petit peu ses caractéristiques. Donc c'est une entreprise qu'on va dire en nom propre, hein, c'est le moyen le plus simple de se mettre à son compte. L'entreprise individuelle, elle ne possède pas de personnalité juridique ou morale et donc elle ne possède pas de patrimoine propre. Contrairement, on verra, à des sociétés donc, qui ont un nom, un compte en banque et peuvent faire un certain nombre d'actes juridiques au nom de la personne morale. Donc là, il n'y a pas de personnalité juridique ou morale. Donc le compte en banque, il est au nom de M. Tartampion, de M. Dupont. Toutes les actions, les actes juridiques que va passer M. Tartampion seront en son nom. Donc si il emploie un salarié, ça sera en son nom, etc. Donc les biens professionnels ne sont pas séparés des biens personnels ou des biens privés. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de structure? Premier avantage, une formalité de constitution rapide et peu onéreuse, un fonctionnement simplifié, il n'y a pas de risque d'abus de biens sociaux et bien sûr une certaine autonomie, savoir que c'est souvent pour cette raison que l'entrepreneur individuel lance son entreprise, il est autonome, il choisit ses partenaires, il choisit son activité, etc. Deuxièmement, les inconvénients. Alors les inconvénients, c'est que la responsabilité de l'entrepreneur est sur l'ensemble de son patrimoine. Il n'y a pas possibilité d'apport de capitaux extérieurs. Si l'entreprise veut se développer, il n'y a pas possibilité d'aller demander des capitaux dans le cas d'une société, par exemple, à un associé qui viendrait aider au financement de la société. Dans une entreprise individuelle, bien vous êtes seul, vos biens professionnels ne sont pas séparés de vos biens privés. Ça veut dire que les créanciers, ceux à qui vous devez de l'argent, ils peuvent saisir en cas de difficulté financière vos biens professionnels et personnels pour se faire payer leurs créances. Donc si M. Tartampion a son atelier de fabrication, je ne sais pas, il fait par exemple, il a un atelier de céramique, il vend de la céramique, on peut venir saisir sa maison pour payer des créanciers potentiels si vous aviez des difficultés financières. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient majeur. Troisièmement, heureusement, donc depuis le 6 août 2015, la loi dite loi Macron permet de mettre de côté la résidence principale de l'entrepreneur individuel qui est insaisissable. En cas de difficulté financière, eh bien, l'entrepreneur conserve sa maison, elle ne pourra pas être saisie par ses créanciers. C'est une déclaration d'insaisissabilité. On va exclure de saisie judiciaire tout bien mobilier qu'il n'affecte pas un usage professionnel. Donc depuis cette loi, la résidence principale est exclue automatiquement. Si votre entrepreneur individuel fait une déclaration d'insaisissabilité, elle peut aussi, en allant chez un notaire, exclure des biens mobiliers qu'elle n'affecte pas à son usage professionnel. Et dans ce cas-là, eh bien, des créanciers ne pourraient pas demander la vente de ces biens pour se faire payer. Donc, en fonction de son activité, l'entrepreneur individuel va être imposable, on appelle ça le régime réel simplifié, soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC, soit dans la catégorie des bénéfices agricoles.
Donc, il va être imposé au titre de l'une de ces catégories. Voilà pour l'entreprise individuelle. Alors, il existe un autre statut, le statut de micro-entrepreneur. C'est le nouveau cadre juridique des auto-entrepreneurs. Donc, on a beaucoup parlé d'auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, on ne parle plus d'auto-entrepreneurs, on parle de micro-entrepreneurs. C'est une structure qui est dédiée à des projets plus modestes, et c'est donc une variante adaptée aux petites structures de l'entreprise individuelle. La micro-entreprise, elle est soumise à un régime d'imposition forfaitaire. Elle bénéficie de formalités comptables et de formalités fiscales qui sont allégées. Alors, ce régime microfiscal et microsocial, regardons ça d'un peu plus près. Le régime de la micro-entreprise est applicable si votre chiffre d'affaires ne dépasse pas un certain plafond. Donc, tant que vous êtes en dessous de 82 800 € pour un exercice, que ce soit pour l'achat ou la vente de biens ou de marchandises ou les locations saisonnières de tourisme, vous pouvez être micro-entrepreneur. Pour les autres entreprises, il ne faudra pas dépasser le plafond de 33 200 €. Si vous dépassez ce plafond, alors vous allez basculer dans le régime de l'entreprise individuelle. Donc, le régime du micro-entrepreneur est un régime allégé, un régime facilité. On va voir au niveau micro-fiscal et micro-social plus favorable. Mais il ne faut pas dépasser certains seuils, ceux qui sont indiqués à l'écran. Alors, quand vous êtes micro-entrepreneur, vous allez être exonéré de la TVA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne facturez pas la TVA. Donc c'est intéressant, hein, pour vendre vos produits, il n'y a pas de TVA sur vos produits. Par contre, vous ne récupérez pas non plus la TVA sur vos achats. Vous pouvez opter pour l'assujettissement à la TVA, mais alors, dans ce cas-là, votre bénéfice sera imposable selon le régime de l'entrepreneur individuel, comme nous avons vu, soit dans la catégorie des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, soit dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, BNC, soit dans la catégorie des bénéfices agricoles. Votre imposition, eh bien votre chiffre d'affaires, finalement les bénéfices que vous allez faire, ce sera comme un revenu. Donc il va être soumis à l'impôt sur le revenu, après un abattement forfaitaire de 71%, de 50% ou de 34%, selon la nature de l'activité. Donc on va retrancher 71% de ce que vous allez gagner, et puis il y aura un barème qui va s'imposer comme l'impôt sur le revenu. Tout ce qui concerne les charges sociales, est-ce que le micro-entrepreneur a des charges sociales? Le régime microsocial est simplifié. Les micro-entrepreneurs acquittent un prélèvement libératoire qui est calculé en pourcentage de leur CA. Donc ils n'ont pas de charge sociale, mais on leur prélève en fonction de leur CA un certain pourcentage pour s'acquitter des charges sociales. Vous voyez un régime particulier en ce qui concerne la TVA, l'imposition et les charges sociales. Donc entreprise individuelle, le cas particulier de la micro-entreprise qui est une structure dédiée aux projets les plus modestes de l'entreprise individuelle. Nous allons voir maintenant l'EIRL, qui est l'entreprise individuelle à responsabilité limitée. Cette création de l'EIRL permet la dissociation du patrimoine, mais sans créer de personnalité juridique. Donc l'entrepreneur va conserver son statut d'entrepreneur individuel, cependant, depuis la loi du 16 juin 2016, il va pouvoir protéger l'ensemble de ses biens personnels. Il suffit qu'il fasse une déclaration d'affectation. Dans cette déclaration, tous les biens qui seront déclarés ne pourront pas être saisis en cas de difficulté financière. Alors l'inconvénient, c'est qu'il faudra faire cette déclaration tous les ans du patrimoine qui est affecté à l'entreprise individuelle, celle qui sera saisissable par les créanciers professionnels et celle qui ne le sera pas. La résidence principale de l'auto-entrepreneur, du micro-entrepreneur, est toujours exclue depuis la loi Macron d'incessabilité. Donc, la création de l'EIRL, qui est une entreprise individuelle à responsabilité limitée, mais l'entrepreneur conserve son statut d'entrepreneur individuel avec tous les avantages, les inconvénients qui s'y rapportent. Sauf que maintenant, évidemment, l'inconvénient majeur qui était de ne pas dissocier son patrimoine personnel du patrimoine professionnel, c'est possible grâce à cette déclaration d'affectation. L'EURL, maintenant, c'est une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, donc nous sommes toujours dans le cas d'un seul entrepreneur, mais cette fois, on va créer une personne juridique distincte de la personne physique de l'entrepreneur. Donc, Monsieur Dupont crée l'entreprise Dupont Céramique, l'entreprise céramique,
Et cette entreprise qui va pouvoir poser des actes juridiques, avoir un compte en banque, payer des créanciers, payer des impôts, recruter, etc. Donc on va créer une personne juridique distincte de la personne de l'entrepreneur, choisit de créer une personne morale. C'est un associé unique. La société est constituée par un patrimoine propre, distinct de celui de personnel de l'associé unique, et seul gage des créanciers de la société. Donc s'il y a des problèmes de financement, eh bien on va choisir de saisir les biens de la personne morale qui aura été créée et dont les biens professionnels sont affectés à cette personne morale. Voilà. Donc vous avez un nouveau statut qui est donc cette entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Alors vous avez ce qu'on appelle, donc vous allez me dire, bah, écoutez c'est facile, on reste entrepreneur individuel, on fait une déclaration d'affectation tous les ans, on enlève sa résidence principale puis tous ces biens immobiliers qu'on ne souhaite pas voir saisir en cas de difficulté. Oui, mais il y a ce qu'on appelle la caution personnelle. C'est-à-dire que généralement, pour aider au financement de nouveaux investissements professionnels, voire pour démarrer son activité, les banques souvent demandent à l'entrepreneur de se porter caution personnelle de l'emprunt qu'ils vont contracter pour leur entreprise. Donc c'est un petit peu comme le cas si vous louez un appartement, achetez un appartement, enfin, en tout cas le louer, on va vous demander vos parents soient caution de cette location, au cas où vous ne puissiez plus payer vos loyers, eh bien on veut être sûr qu'il y ait quelqu'un derrière qui a financièrement assez de coffre, de capacité pour pouvoir remédier si vous n'arrivez plus à payer vos loyers. Eh bien la banque c'est pareil, elle se dit je ne pourrais pas saisir la maison, je ne pourrais saisir aucun bien, s'il y a un problème financier, moi je vous demande quand même une caution personnelle. Dans ce cas, la saisie sera indifféremment des biens personnels et professionnels de l'entrepreneur, et si vous vous portez caution personnelle, eh bien cela annulera toutes les protections vues précédemment. Voilà, maintenant vous pouvez faire le tour de ce statut de l'entreprise et de l'entrepreneur individuel en retravaillant grâce au petit